Et bonsoir. Salut tout le monde. Salut Arnae, salut Mister Lertark Painting, salut Lazy, Romanito, G, salut Métis, Azur, Toldan, Sous Capuche et Fabien. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Arnae pour les 16 mois de tier 1. Merci à Romanito pour les 20 mois de Prime et à Capuche pour les 25 mois de Prime. Merci à vous, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. En ce lundi plein mois d'août où tout le monde est en vacances. Donc on va faire une petite session ce soir quand même. On va parler de tout et de rien, mais principalement d'AOS, de la méta. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir les layouts AOSFF qui sont sortis. Un immense merci à l'OSFF pour le travail. Énormément de choses très cool. On passera en revue un peu le document pour que vous ayez plus aucune question dessus. Et on parlera donc de 5 ou 6 événements qui se sont déroulés. On analysera un petit peu les résultats. On parlera un petit peu de la méta, du win rate, ce genre de choses. Et voilà, ce sera un bon lundi bien passé. Par quoi est-ce qu'on commence? Je pense qu'on va commencer par les layouts AOSFF. Donc, on a eu un document aujourd'hui qui a été envoyé sur le Discord de la ESFF, donc rédigé par la chambre arbitrale, un immense merci à eux, pour aider les orgas de tournoi et les joueurs à jouer d'une manière un peu plus cohérente sur l'ensemble du territoire français, ou en tout cas sur tous les événements qui dépendent de la ESFF, même si bien d'autres peuvent s'en servir également. En tout cas, on ne peut que saluer cette initiative pour rassembler un peu les joueurs autour d'une seule manière de jouer. C'est toujours des choses très cool. Et vous allez le voir aussi, ils ont fait bien attention à respecter entièrement les règles de l'éditeur et les ont juste précisées pour avoir de la clarté sur certains placements, certains terrains. Donc on reste complètement compatible avec tout ce que l'éditeur veut. C'est juste qu'on précise, on donne des précisions qui évitent de se poser de questions au début de la game, d'appeler l'arbitre pour demander, l'arbitre doit faire un ruling, ce genre de choses. Donc, très très cool. Et vous allez le voir aussi, comme l'an passé, il permet de limiter le nombre de terrains flat pour qu'on n'ait pas des tables avec full terrain plat, mais aussi d'en conseiller. Je ne vais pas dire d'en imposer, mais au moins d'en conseiller l'emplacement des templates de terrain, parce qu'on en veut un petit peu, mais pas trop. Et ça arrive à ce document. Donc, vous pourrez relire ça par vous-même. Je ne vais pas vous faire la lecture, mais grosso modo, ils expliquent les détails. Le plus important, ça va être les templates. Et on va commencer par Into the Fire. Alors, je vais zoomer un petit peu parce qu'on peut. Voilà, très bien. Donc, sur Into the Fire, on voit qu'il y a 3 choses à regarder. Grosso modo, il y a les décors en pointillés verts qui vont être en général des templates. Il précise bien majoritairement plat parce qu'il laisse l'option à des tournois qui n'auraient pas de template de terrain de jouer autre chose qui s'assimile à un template de terrain. Ça peut être même un socle de Wildwood, ce genre de choses. Je pense qu'en ligue, etc., on va coller le plus souvent avec des terrains, avec des templates plats pour ces terrains-là. Mais il se laisse le droit, du coup, avec des corps majoritairement plats, de jouer autre chose si l'événement ne possède pas ces templates de terrain, ce qui est très bien. En tout cas, pour les ligues en général, ça sera, si j'ai bien suivi, des templates plats. Donc on voit par exemple que sur Into the Fire, on a les 2 petites forêts qui seront effectivement complètement franchissables, ce qui n'était pas une garantie, comme il le rappelle au-dessus. C'est pas parce qu'il y a un dessin de forêt qu'il faut forcément que ce soit plat. Mais en tout cas, ici, elles le seront sur Into the Fire, ce qui, je pense, était la meilleure des choses à faire. Hein. On n'a que 2 forêts, autant les mettre en template et basta, quoi. Ensuite, on a des catégories spéciales qui sont très très intéressantes parce que, et ils ont raison, dans la plupart de vos games, les joueurs de Flanking Firestorm vont se demander mais du coup, est-ce que je peux faire flanking avec ce terrain ou pas? Pour rappel, pour faire flanking, pour qu'un terrain soit éligible au décompte de flanking 1, il faut qu'il soit
Only within 3 du décor, parce qu'à partir du moment où il dépasse de 3 pouces de la ligne médiane, grosso modo, ça veut dire qu'on a une unité qui pourrait se mettre ici ou ici à plus de 6 de plus de 6 de son territoire. Donc, par exemple, pour le vert, il pourrait se mettre quelque part ici et valider ce terrain comme étant... Ah ben non, pardon, ici c'est neutre. J'ai rien dit. Donc excusez-moi. Le joueur bleu pourrait mettre une unité ici si on n'avait pas eu la précision de la OSFF. La OSFF est très claire sur les terrains sur lesquels on peut faire flanking 1. C'est très cool, aucun problème. On peut faire un flanking 1 sur les terrains ici et là. On ne peut pas les faire sur les terrains ici et là. Parce que... laissez-moi juste relire un coup flanking 1 pour être sûr à 100% de vous pas vous raconter de conneries. Salut Crulin. De mémoire, il faut qu'il y ait une unité qui conteste un terrain qui... Oh, faut que je relise. Un instant. Je suis à vous tout de suite. Je relis ça pour être sûr de ne pas vous raconter des bêtises. Hop. Alors, Flanking Firestorm, embuscade. At the end of your turn. Contrôle. Oui, il faut avoir une unité. Il faut contester un terrain, mais il faut que l'unité qui conteste le terrain soit à plus de 6 de son propre territoire. Donc, excusez-moi, je corrige ce que j'ai dit. Donc, grosso modo, ici, le joueur bleu pourra le faire ici, puisque son territoire est très loin. Donc, il sera à plus de 6 de son territoire. Le joueur rouge ici ne pourra pas le faire parce que le terrain va être au lit 3 de cette ligne médiane. Et ce que ça veut dire, c'est que, du coup, comme il est au lit 3 de cette ligne médiane, une unité qui le contexte, c'est être within 3, ne pourra pas être à plus de 6 pouces de son terrain. Donc, c'est ce que Artemas dit. Merci beaucoup Artemas et salut à toi. Donc, grosso modo, ici, le joueur rouge ne peut pas faire flanking avec ce terrain. Il devra le faire avec d'autres terrains. Donc, potentiellement, ce terrain-là, cet objectif-là, ce terrain-là, ou cet objectif-là, ou ce terrain-là. Mais il ne pourra pas le faire avec ce terrain ici. Et il ne pourra pas le faire ici non plus, hein, c'est trop loin. Mais il pourra le faire avec beaucoup d'autres options. Et du côté bleu, c'est la même chose en parallèle. Enfin, de l'autre côté, quoi. Vous m'avez compris. En bref, si vous jouez flanking ou contre-flanking, ce document va être extrêmement cool. Sinon, il va être cool tout simplement parce qu'on saura quels sont les templates à peu près plats dans nos games. Donc là, bon, de toute façon, c'est extrêmement logique. Ici, il me semble que ça veut dire que si on a un décor qui est un peu grand, parce qu'en théorie, ça pourrait ne pas être faisable si on a un décor qui fait pile 7 par 12. C'est le max qu'on peut avoir en théorie sur les règles. Et s'il fait pile, c'est un rectangle de 7 par 12, on ne pourrait pas avoir cette condition, mais on va faire au mieux. Et on dira qu'on ne peut pas s'en servir de toute manière. Donc c'est à ça que servent aussi les templates. C'est comme ça on joue tous au même jeu, même si les décors des fois varient un peu. Donc c'est très bien. Mais la plupart du temps, ça sera physiquement faisable avec un décor. Ça veut aussi dire qu'en général, quand vous allez poser ce décor, vous allez souvent le poser dans la longueur, ce qui va un tout petit peu faire chier parce qu'on voudrait que le décor soit à plus de 3 ici et ça risque d'être des fois pas possible. Bon. À voir, on le repoussera un peu en essayant de respecter les 6 pouces de la forêt. J'ai toujours pensé que les 6 pouces, c'était toujours une règle pour que les plus gros socles puissent se poser facilement. Et en général, du coup, comme on a un terrain plat à cet endroit-là, c'est pas mon idée, dans mes opinions, pardon, c'est pas un problème si ce terrain-là, il est à un peu moins de 6 de celui-là. C'est plus un problème s'il est pas à 3 pouces d'ici.
Maintenant, ça, encore une fois, il faudrait que je relise là-dedans si jamais ça a été... Ouais, je pense que ce point a été adressé ici. Un décor derrière est utilisé pour eux. Ce dernier ne pourra pas être entièrement posé à 3 pouces de la frontière de chaque côté. Ce serait une largeur maximale de 6 pouces. Bon, là, il précise juste pour les règles de Flanking Firestorm, ce que je vous ai dit avant. Dans le cas où on peut respecter Flanking Firestorm, mais qu'on ne peut pas respecter 3 pouces et 6 pouces ici, ça sera à voir avec votre arbitre. Marocco, moi, ça serait qu'on mette les 3 pouces ici et qu'on mette un peu moins de 6 ici, puisque la forêt ne devrait pas gêner les placements des socles. Maintenant, encore une fois, ça sera à voir avec votre adversaire et avec votre arbitre dans le cas contraire. Ou avec un ruling à OSFF si c'est fait à un moment X ou Y, même si je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Deuxième terrain, deuxième layout, Bloodstained Coast. Ici, c'est assez simple. On a ce terrain-là qui est considéré comme étant trop petit, ce que j'entends complètement, pour pouvoir valider Flanking Firestorm. Très bien. Et celui-là, il est grand, donc il dépasse bien. Et donc, ici, on le valide. Donc, il va falloir que notre terrain il déborde. Là, au lieu de le mettre dans le sens là, ça voudra dire que notre template de forêt, en général, on va le mettre dans le sens vertical pour valider justement au plus proche. D'ailleurs, ce ne sera pas un template de forêt, pardon, excusez-moi, ça sera un vrai terrain. Donc, on le mettra dans le sens vertical pour coller au plus proche de la réalisation de ce qui est indiqué ici. Donc ça, c'est très cool de savoir ça. On a les forêts, en tout cas les terrains plats qui vont être ici et là. Pourquoi pas? On a décidé de ne pas mettre la forêt centrale en plat, ce que j'entends. Ça fait un peu un point... ça rend plus difficile le fait de s'installer en milieu de table autour de ces 4 objectifs et de contrôler les 4. Je ne suis pas contre du tout. Pour moi, c'est un bon choix. Comme le fait de l'avoir mis en plat aurait pu être un bon choix aussi. Je n'ai pas trop d'opinion dessus. Là, c'est bien. Il faudra tourner un peu. On ne peut pas vraiment juste se mettre au centre. Pourquoi pas? En vrai, ça me va bien. Il y a une précision sur le scénario, les Place of Power doivent être placés à plus de 3 pouces des zones de déploiement des joueurs. Lorsque la OSFF parle de zone de déploiement, il parle bien de la zone dans laquelle on déploie les unités, pas de la zone dans laquelle on déploie les terrains. La zone dans laquelle on déploie les terrains, c'est votre territoire, et la zone de déploiement, elle est ici. Et donc ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la Place of Power T1 depuis votre zone de déploiement. Si vous avez d'autres capas qui vous permettent de bouger hors zone de déploiement, vous pouvez. Vous ne pouvez pas le faire depuis votre zone de déploiement. C'est ça que ça veut dire. Et c'est une précision qui est très, très cool à avoir parce que souvent on se pose la question. Et puis moi, en général, je dis à l'adversaire, je demande est-ce qu'il y a un truc qui t'arrange et sinon on roll au dé. Et voilà. Là, il n'y a pas besoin. C'est pas accessible T1, point. Donc très cool d'avoir cette précision également. Rien à dire, hein. C'est très clair, on a clarifié les choses, on sait ce qui est à peu près plat, on sait qu'on va avoir du volume un peu partout là où on veut se battre, puisqu'on veut se battre par là, c'est cool. Is OK. Avalanche of Ash. Donc là, on n'a pas de problème de décor un peu problématique, donc on n'a pas de problème sur Flanking Firestorm, c'est très clair sur lesquels on peut le faire pour tous les joueurs. Je crois qu'on peut même les faire sur ces objectifs-là pour le joueur bleu, puisque c'est 3 pouces plus 20 mm. Donc on doit pouvoir... Ah bah non, non, on peut pas, pardon. Attendez, je raconte une bêtise ou pas? Oui, non, on peut pas, pardon. On ne peut pas le faire sur ces objectifs-là. Salut Sylvain. On ne peut pas le faire sur les objectifs-là, flanking. Par contre, le joueur bleu, par exemple, pourra le faire sur la Place of Power. Il pourra le faire sur le terrain ici. Il pourra le faire... Après, il pourra le faire sur beaucoup de choses. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Et donc là, on précise bien que les Place of Power qui sont ici et là ne peuvent pas être utilisés au tour 1 si vous déployez ici. C'est à plus de 3 pouces. Encore une précision intéressante. On a les 2 forêts centrales qui sont plates. Ce qui, je pense, est le plus proche de ce que l'éditeur voudrait, j'imagine, parce que là, vraiment, les forêts sont très centrales et j'imagine que ça aurait été un peu chargé au centre de mettre des gros terrains, donc complètement en phase avec les décisions de la chambre arbitrale.
Donc très très bien. Et c'est très cool aussi d'avoir rajouté les zones de déploiement. Il y a plein de joueurs qui peuvent galérer à visualiser ça, ça se voit souvent. Et du coup, les zones de déploiement, petite précision qui est vraiment très sympa à voir. Là, vous voyez l'arc de cercle, etc. J'aurais peut-être même poussé et mis le trait par-dessus le décor. Mais bon, là, les gens ont l'idée, quoi. Donc très très bonne, initiative, je trouve. On avance sur le 4e scénario et ici on n'aura aucun décor litigieux qui sont cibles de Flanking Firestorm, très bien. On a 2 décors plats qui sont les forêts au centre. Encore une fois, pour moi c'est la décision la plus évidente, donc très bien, bravo à eux. Et les Places of Power, même réflexion sur la précédente, ne sont pas accessibles T1. Rien à dire, c'est très bien. What's your these hours? Donc, salut Valek. Ici, on avait 4 forêts, 3 grandes, une petite. On a décidé, côté OSFF en tout cas, de garder en forêt plate les forêts qui sont dans la zone de déploiement et de mettre pas en infrant, puisque c'est pas forcément en infrant, mais en tout cas en unstable, les forêts qui sont un peu au centre du conflit. Ce que j'entends, ça veut dire que en tout cas sur cette map-là, si vous voulez rester entre guillemets protégé, vous ne pourrez pas trop vous battre. Là où sur la map précédente, on peut quand même beaucoup menacer en restant dans sa forêt. Là, c'est un peu moins vrai. Donc pourquoi pas. Les 2 choix étaient possibles, de faire zone de déploiement ou au milieu. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas s'obscurer sur le milieu. Il y aura potentiellement des décors avec suffisamment de zones stables, donc de moins de 1 pouce dessus, pour essayer de mettre des petites unités. Mais ça ne sera pas des décors où on pourra rentrer complètement dedans. Donc, ce qui est très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et encore une fois, on ne peut pas accéder au Place of Power sur cette map tour 1, à moins de capacité spéciale. Salut Kayvan. Donc, en phase, encore une fois, le choix là ou là. Je pense de toute façon que ça aurait été soit les 2 là, soit les 2 là. Pour moi, j'ai pas vraiment de préférence. Il y en a un qui favorise un peu plus des choix offensifs que d'autres. Moi, ça me va aussi ça. Si la personne veut camper dans sa forêt, ben, ça va être très difficile pour lui de prendre la map, quoi. Donc, pourquoi pas. Hidden Rush Cloud, je crois que c'est le seul scénario que j'ai pas joué et j'ai pas hâte de le jouer. Il n'y a que 2 forêts. Les 2 forêts sont plates. Rien à dire. Assez simple. Et ensuite, les décors là ne peuvent pas servir pour faire Flanking Firestorm. Ils sont quasiment complètement dans les zones de chacun. Donc, ça me semble assez évident. Warp Runes. Ici, nous avons donc en choix de forêt un peu du même acabit que 2 maps plus tôt. On fait le choix de forêt chez soi et non pas le choix de forêt centrale. Donc, entre guillemets, de forêt plate, puisqu'on garde des obscurants au centre, bien sûr. Ce qui est intéressant, j'avais déjà joué cette map avec un obscurant ici et tu peux essayer de jouer aggro en mettant des choses obscurées au centre. Là, ça va pas être le cas. Très curieux. C'est intéressant. Je vais en événement Games ce week-end à Newport. J'espère qu'on va avoir ce genre de map. Je suis très curieux de savoir comment ils vont gérer exactement ça, parce que maintenant ils commencent à jouer avec des templates. Est-ce qu'ils vont mettre les templates au centre? Est-ce qu'ils vont les mettre ici? Est-ce qu'ils vont rien dire et ça va être les joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent en s'arrangeant? Je ne sais pas. Donc très très curieux de savoir comment Games va gérer là-dessus. Après, encore une fois, le choix de la ESFF, il s'entend complètement. Il fallait en faire un, je pense effectivement. Je suis un peu d'accord. Enfin, d'accord. Ça me dérange pas qu'il y ait que 2 templates plats. Quand tu commences à mettre plus que 2 templates plats, ça fait beaucoup de templates plats. On perd quand même une partie de l'immersion, donc pourquoi pas. Au final, ils ont gardé ce que tu avais dans ton document. Bah, très bien. Moi, ça me va. Si c'est bien fait, peu importe d'où ça vient. Et du coup, on choisit plutôt les forêts safe que les forêts aggro. Why not? C'est un choix. Et on a aucune des Place of Power ne dépasse de plus de 3 pouces sur la zone de déploiement. Donc, ça veut dire que cette Place of Power-là, si on a un trop grand
trop grand décor, ça va être compliqué de le faire pour de vrai. Est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire qu'on ne pourra pas s'en servir même si elle est théoriquement à 3 pouces. Donc ça peut être chiant. Ça veut dire souvent on va le déployer dans ce sens-là, dans le sens horizontal, parce que 12 pouces c'est impossible. Ah oui non, donc en fait si on le déploie en sens horizontal, ça sera toujours possible de ne pas être à 3 pouces. Il n'y aura pas trop de problèmes. La fourre en bleu peut pas être plate. Dans le règlement AOSFF, ils ne sont pas en train de dire qu'elle ne peut pas être plate. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que celles qui seront majoritairement plates, ça sera celle-ci. Et donc en ligue, en général, ce seront des terrains plus avec du volume. Maintenant, rien n'empêche, ils n'interdisent à personne de mettre un décor à peu près plat ici. La recommandation, c'est que les terrains plats soient, entre guillemets plats, hein, soient ceux-ci. Après, ici, s'il y a un orga qui arrive, qui met des terrains plats ici et qui ici il met un template, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce n'est pas forcément un terrain plat. Oui, ce que Fabien dit, obscuring différentes forêts, c'est tout à fait vrai. Ici, c'est un symbole de forêt, mais ce n'est pas forcément une forêt. C'est un décor obscuring qui peut être tout et n'importe quoi et qui peut très bien être un décor dans lequel on ne peut pas rentrer. Donc, c'est pour cela que la OCFF essaye d'uniformiser. Et on peut que saluer cet effort parce qu'on est tous contents de jouer au même jeu. Et oui, ici, il n'y aura pas trop de problèmes. Si on dépasse de 3,5 et nous on démarre à 9, donc il n'y aura pas de problème pour que oui, c'est même logique. Du coup, le choix est logique ici, hein, j'ai rien dit. Parce que même dans le sens là, si ça fait 12 piles, eh bien, comme on est au-delà de 9, on ne pourra quand même pas contester. Donc, même si on met le décor en la verticale, il n'y aura pas de problème. Ok, donc très bon choix de la part de la SFF. Et on a encore les flankings qui sont logiques. Et d'ailleurs, là, comme on peut faire flanking sur ces terrains-là, ce qu'il faut, c'est que ça dépasse de plus de 3 de chaque côté, grosso modo. On enchaîne avec Curse of the No. Ici, ces deux décors-là ne sont pas possibles pour faire Flanking Firestorm. Et ensuite, ils sont plats. Rien à dire. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres configurations possibles de toute façon. On avance. 6e beurre. Alors, on a un nouveau graphique, on va y revenir. En tout cas, les deux grosses forêts principales sont plates. Et ensuite, on a autre chose. À noter qu'à chaque fois qu'on a eu des forêts majeures dans les scénarios, ça a toujours été des décors plats, ce qui est cool, parce que ça colle un petit peu à ce que Games veut. Et que lorsqu'il y a eu un choix entre décors centraux ou décors dans les zones, là aussi, a privilégié les décors de zone de déploiement, ce qui est un choix qui est OK. Ouais, tout à fait, Fabien. Effectivement, essayer de se limiter à 2 terrains plats, sinon ça tue un peu l'immersion, on va dire. On a un nouveau graphique. Ce terrain doit être placé à moins de 3 pouces de la zone de déploiement la plus proche. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ces terrains-là ici, ils doivent pouvoir être accessibles ici et ici par un perso pour les utiliser directement tour 1. Donc, je crois que c'est la seule map qui a ça. Et encore une fois, très cool d'avoir la zone. Treacherous Ground, on n'a que des interdictions de Flanking Firestorm. Donc assez facile. Et ensuite, on a les décors plats qui sont les forêts centrales. Aucun problème. Tout est très bien. Escape from the Coast, encore une fois, on avait le choix. Comme précédemment, on a fait le même choix, ce qui est plutôt logique. On est cohérent sur l'ensemble. Lorsque les forêts sont soit centrales, soit zone de déploiement, on prend les zones de déploiement. Au centre, on laisse des vrais décors. Encore une fois, c'est un choix cohérent, pas de souci avec ça. On a les Places of Power qui ne sont pas acceptés, hein. Aucun problème, c'est logique. Power of the Realms. Donc, on ne peut pas faire flanking avec les deux Places of Power ici. Le flanking, d'ailleurs, n'est pas évident du tout sur cette map, hein. Le flanking, si je suis bien, c'est que chez l'adversaire. Je vais vérifier un coup la tactique, mais il semble, sur cette map, le flanking me semble curse de fou, hein. En bleu, on peut. Ah, il peut être utilisé. Exact, pardon. Pardon, j'ai rien dit. Du coup, on peut faire le flanking ici
et là. Mais bon, pour le rouge, si je ne m'abuse, il faudra être ici et là. Ce qui reste compliqué. Ça reste un scénar pas simple. Excusez-moi, merci Artemas. C'est exactement ce qui est écrit. J'ai juste lu à côté de la plaque. Ça reste pas simple à faire. C'est-à-dire vous allez devoir avoir des unités ici, il faut en tout cas autour vers le sud. Autour vers le sud. Donc là, ce qu'il faut, c'est que votre terrain il déborde de plus de 3 pouces de la ligne médiane de chaque côté. D'ailleurs, Céline peut faire la Place of Power sans choisir la rune de l'eau avec son mouflat. Oui, bien sûr. Il y a des tricks pour aller chercher les Place of Power. Il y a des armées qui peuvent. Mais là, c'est pour la majorité des armées. Voilà le scénario. Mais tout à fait. Et pareil, les terrains flats sont complètement logiques. Aucun problème avec ça. Donc, vraiment très très cool. Un document très très cool. En plus, on a tout en un. Bon, on n'a pas les underdogs et c'est normal. La OSF n'a pas vocation à diffuser des règles qui sont d'ailleurs payantes. Donc, c'est un très bon document. Je vous encourage tous à aller le choper sur Discord, le mettre sur vos téléphones et l'utiliser pour setup vos tables. Ça va être très très pratique, très très utile. Merci beaucoup à la chambre arbitrale. Avant d'enchaîner avec la méta, je vais juste vous parler de Crucible. Crucible, c'est un tournoi TTS que j'organise. Les inscriptions ont démarré aujourd'hui, il commence à se remplir. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a toutes les modalités sur le Discord dans Pack Info. Lisez bien tout avant de vous inscrire. Et voilà. Donc, je vais juste faire un peu de pub sur Crucible pour au moins que vous ne le loupiez pas si vous avez envie d'y participer. On enchaîne avec la méta et on va commencer par regarder un peu l'évolution des win rates. Je crois que vous voyez mieux en light mode. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit, les win rates, c'est le début de la discussion, c'est jamais une finalité. Il y a énormément de facteurs qui influencent le win rate d'une faction et il y a trop peu de matchs pour que le win rate soit absolu. Le win rate, ça fait poser des questions, genre pourquoi cette armée est là. Où trouve-tu sur le Discord AOSFF? Il est sur la partie annonce, je crois, me semble-t-il, de l'AOSFF. Il me semble que c'est directement dans la section annonce. Globalement, vous avez beaucoup d'effets qui se ressentent. Le moins on a de stats, le plus fort les effets indésirables se ressentent. Ce qui fait que ici, les win rates, c'est un début de conversation. D'ailleurs, on va enlever le mirror matchup. Hop. Et non pas c'est définitif, Cities est la meilleure armée du jeu. Alors c'est peut-être la meilleure armée du jeu, mais c'est pas parce que la stat le dit, c'est pour X ou Y argument. Ceci étant, on peut constater quand même des armées qui se démarquent un petit peu du reste. Donc des armées qui sont probablement un petit peu plus fortes. Sur les performances, par exemple, un des facteurs très importants qui peut jouer, c'est la facilité ou non à jouer une armée. Parce que si une armée est facile à jouer, vous aurez plus de joueurs de l'armée qui vont perfer avec. Ça ne veut pas forcément dire que la faction est la plus forte. Pour le savoir, ce qu'il faudrait, c'est voir les games entre deux joueurs de même niveau. Voir ce qui s'y passe. Parce que là, vous avez ce biais-là. Vous avez également le biais les gros joueurs, ils vont aller vers les factions qu'ils sentent dominantes, comme City of the Sigmar, et ça peut booster, ça peut avoir un effet de boost sur les stats des factions qui sont ressenties comme dominantes. Et vous avez l'effet inverse sur les factions ressenties comme faibles. Une faction faible va voir souvent des bons joueurs quitter la faction pour aller vers d'autres choses. Et du coup, mécaniquement, on va empirer les stats. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir avoir des effets qui vont amplifier soit le bon win rate, soit le mauvais win rate d'une armée. Vous avez aussi des factions qui sont plus ou moins populaires. Et la popularité, plus une faction est populaire, plus... Enfin, ça dépend. Mais une faction peut être une faction, entre guillemets, dite de débutant. Par exemple, Stormcast Eternal est très, très, très souvent une faction qui a des plus mauvais win rates que la qualité de la faction, parce que c'est une des factions énormément jouées par les débutants lorsqu'on commence le jeu. Et ou des factions plus experts qui sont jouées beaucoup plus par des personnes
qui font du wargame depuis longtemps et qui vont du coup avoir un win rate un peu meilleur mécaniquement parce que vous allez avoir plus de bons joueurs sur la faction. Vous avez énormément de mécanismes autour et donc le win rate, c'est jamais une finalité. C'est le début de la discussion. Donc très très important. Maintenant, on commence à voir quand même que Cities se débrouille bien. 58%, c'est très bon. Maintenant, c'est pas non plus imbattable. Et Games Workshop, ils essayent de tout maintenir dans un range de 45-55. C'est des chiffres qu'ils ont choisis comme ça. C'est pourquoi pas, il faut des objectifs et c'est pas plus mal de les avoir. Maintenant, c'est quand même important de comprendre les dynamiques des factions et de savoir ce qui se passe sur table. Par exemple, là, on voit que Cities, Soulblight, Firesword, Zinch, Slaanesh et Cruel Boys sont hors cadre, hors champ, entre guillemets, de ce qu'il faudrait qu'ils soient. Et vous voyez, Cruel Boys, c'est à 2 points ou 1,7% en dessous de Cities. Et pour moi, c'est pas du tout la même puissance d'armée. Vous voyez cependant, pourquoi Cruel Boys est aussi haut, entre guillemets? Cruel Boys a des armes contre des factions, contre certaines factions dominantes. Cruel Boys a des armes contre Cities of Sigmar. Cruel Boys peut désactiver le charge plus un damage. Cities of Sigmar repose énormément sur les cavaliers. Ça ne veut pas dire que c'est des games faciles pour Cruel Boys. Cities, ça reste une excellente armée, mais ça veut dire qu'ils ont des armes spécifiques pour ce match-up-là. Ça est valable aussi pour jouer contre Daughter of Cain, un petit peu. Sachant que vous avez du coup ce genre de dynamique aussi qui entre en compte. Donc bref, toujours est-il que voilà un peu l'état de la méta actuelle avec le peu de données qu'on a, mais on commence à voir se dessiner des choses. Si ça win fort, Cruel Boys ça win mais de pas beaucoup. Oui, c'est possible. Là on analyse que le win rate et comme le dit Fabien, il n'y a pas que le win rate, il y a aussi de combien tu gagnes. C'est encore un autre facteur, mais pour l'instant on n'en est pas là. En bref, voici un peu l'état de la méta tel qu'on le regarde aujourd'hui. Alors, j'ai pris uniquement les événements de plus de 5 rondes parce que c'est ceux qui m'intéressent le plus. Sur 3 rondes, c'est en général trop aléatoire pour avoir des vrais win rates. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est sur les événements de plus de 5 rondes, ne prendre que les 3 dernières. En fait, une fois que vous avez passé les 2 ou voire 3 premières rondes, vous êtes à peu près trié mathématiquement dans un endroit où vous fitez un peu mieux. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup plus des matchs. On se retrouve sur des matchs avec beaucoup plus de joueurs de même niveau. Alors, c'est à moitié vrai, parce que évidemment, vous avez également la puissance de la faction qui rentre en compte. Donc, c'est pas tout à fait correct. Mais j'aimerais bien quand même avoir la stat du win rate sans prendre en compte les 2 premières games des événements. Il faudrait que je vois avec la personne qui maintient ce site si on peut avoir cette stat-là, d'éliminer les 2 premières games de tous les tournois et de prendre que les 5 rounds. Je serais très curieux de savoir. Très très curieux. Allez, on va regarder un peu des tournois. On va commencer par le Tales in the Wood 15 qui s'est déroulé le 1er août en Autriche. C'était un tournoi, il me semble, à 5 rondes. Et on a Tobias Schwartz qui remporte le tournoi, Dominique Hirsch qui fait 2e et Kamil Pokaljko qui finit le podium. On a du Disciple of Zinch, du Nurgle, du Soulblight, du Cruel Boys et du Gloom et du Cities en 6e. Où est le premier L. Smith of a Shot? C'est juste une petite curiosité de ma part. Peut-être qu'il va falloir beaucoup scroller. Peut-être qu'il y avait 37e sur 49. Donc pas une perf incroyable de la part de L. Smith. Allez, on va regarder la liste de Tobias. Donc il joue un Lord of Change avec Fate Slicer. Intéressant. Il me semble que de mémoire c'est pour farmer les Fate Points. Chaos Spawn, 20 Blue, 20 Zangor, un Curseling, un Fate Skimmer, un Exalted Flamer of Zench, 6 Flamer, Changecaster et des Screamers de Zench en Akshi. C'est intéressant. La liste Farm Fate Point.
Ouais. Ouais, non, c'est très intéressant. Les Fate Points, c'est très très fort. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des listes spam Fate Point vachement plus tôt dans la méta. Mais c'est pas le cas. Euh, donc, c'était pas le cas en tout cas la release du Battle Tom. Et là, ça commence à prendre. Donc, très très intéressant de voir ça. Ça balance des sorts à 10-15 dégâts. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et il joue en Siege et Blazing. Il a des dégâts. Il a du tir, ouais, il a des dégâts en 4 phases, donc ça s'entend. Est-ce qu'il y a des dégâts en charge phase? Fabien, il saura me dire s'il y a des dégâts en charge phase. Ça serait idéal, mais en fait, le chariot fait des dégâts en charge phase, c'est trop bien. Ok, du coup, ça joue bien Blazing 1. Est-ce que tu peux aller chercher Blazing 2 si le hideout est une forêt? Ben, t'as 20 Zangor pour aller chercher, mais 20 Zangor, ça lave pas tout. Ouais, Blazing 2 est pas si évident que ça, je trouve. Donc, danger quand même sur Blazing 2. Si jamais les 20 Zangor se font un peu, descendre, c'est pas si simple. Après, tu mets 20 Blue et 20 Zangor autour et peut-être que tu peux gagner la bataille de l'OC, quoi. Mais attention, Blazing 2, ça peut potentiellement se défendre sur une forêt. Hein. Après, s'il fait 4 sur 6 tactiques et tout le primaire, ça va. Très intéressant. Ensuite, on va voir la liste Nurgle. Qu'est-ce que j'aime pas les méta où Nurgle est fort. Hein. Désolé les joueurs Nurgle, hein, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça me plaît pas trop. Donc, qu'est-ce qu'il jouait? Il jouait Rotigus, Plaguebearer, un pack renforcé, un pack Zwinger, Belga, un Lord of Plague, un pack de Rodsword renforcé, Deputed Blade King, Galgus Plus, Conquerborn. Donc on a qu'un pack de Rodsword, donc ça c'est cool, merci beaucoup à lui. On a un pack ultra tanky, mais derrière on a beaucoup de choses pour jouer autour, ce qui est très, très aimable de sa part. En tout cas il fait 5 victoires, bravo à lui. Il joue Legend of the Park, ce qui me surprend énormément. Et si je vache... Legends of the Park, je trouve vraiment que c'est pas une tactique facile, mais il a réussi à la faire fonctionner, bravo à lui. Après, c'est sûr que Blazing c'est compliqué, les tiers de table c'est pas simple, donc c'est peut-être la meilleure tactique possible pour sa liste. Allez, on va regarder une liste Soulblight. Donc ça c'est une liste Nagash. Ouh, ça c'est très 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 cool. Je m'attendais pas à avoir une liste Nagash. Hein. Il a fait une défaite. Il joue Burning Flanking. Burning faut les cartes de table. Flanking, faut souvent des trucs qui s'assimilent à des cartes de table. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Il faut ça s'assimile à ça, sachant que Soulblight en général fait très bien Flanking et Burning aussi. Donc c'est des tactiques Soulblight par excellence, aucun problème. Beauregard, Askurgan, Felbat, Varghese, Vengo de Akshi, Lokavai, Necro, Nagash. Waouh! Il n'y a pas tant que ça, mais le Vengo taffe beaucoup. C'est... Waouh! Ben, écoute, bravo à lui, parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas une liste que je pense être opti de fou en SBG. Mais il a réussi à bien la faire marcher, donc immense bravo à lui. Hein. Très très cool. Allez, on avance, on regarde un autre GT. On va regarder le Northern Ireland GT avec Cities et Olivier Vedelt qui a gagné. Ensuite, on a Solomon et ses Disciple of Zinch en deuxième. Martin Clark qui ferme le podium avec Daughter of Cain. Et sur les armées suivantes, on a Soulblight, Skaven, Iron Joe. Allons voir un peu plus près. Guerre qui joue Iron Joe. Je me demande combien de votes il joue. Salut Touchous. Allons voir la Cities, même si je pense qu'il va y avoir peu de surprises. On a nos deux packs de cave, le Cavalier Marshall, Thalia, un Warforger, deux Firgil Steelhelm, un fusil Major, un canon, des Gates Gargant. Il y a vraiment zéro surprise sur la liste. On joue en Blazing Legends. Je sais pas si Legends c'est vraiment la meilleure tactique. Surtout que je pense que... Siege, c'est probablement meilleur. Pas sûr. Siege, c'est un peu chiant, mais ça se fait en vrai.
En vrai, ça se fait Siege normalement. Moi, je préfère Siege à Legend ici, mais bon, lui a l'air de bien aimer Legends, donc why not, hein. Let's go. Et bravo à lui pour la victoire. Solomon en Zench. Donc Burning Siege, ok, très bien. Classique, très classique. Lord of Change, Chaos Spawn, Flamer, Zangor Enlighted, donc c'est les disques. Changecaster, Blue Aurore, Burning Chariot, Exalted Flamer. Donc on a du gros tir, entre guillemets, du gros tir. Du jeu avec des Chaos Spawn, le jeu habituel. Un peu de tanking avec les Blues et un pack de disques quand même pour aller menacer très fort. Donc c'est relativement classique et il a réussi à adapter sa liste pour jouer dans les nouveaux scénarios. Bravo à lui. Et en troisième, Martin Clark avec sa liste Daughter of Cain. On a Morticane, Blood Sister, Kinnari, une sister sur Chaudron. Waouh. Très surprenant. Enfin, c'est pas mauvais, c'est juste, c'est en général, moi je préfère mettre une unité à la place de ça, mais après, why not? Une Iron Scale de Scourge, je comprends, mais c'est pas ma tasse de thé en solo. Grosso modo, votre Melusa Iron Scale, elle va principalement servir lorsque vous pouvez farmer vos. Parce qu'elle donne plus d'une attaque, mais il faut dépenser un dé, je crois, me semble-t-il. Bon, après, vous pouvez juste garder votre dé pour ça. Hein, Il me semble que c'est ça, hein, qu'il faut dépenser un dé. Vous pouvez l'avoir à chaque tour, ça reste très bon. Hein. En vrai, ça reste très très bon. Ah non, pardon, non, je raconte des conneries. Il faut que le roll soit lower que ton Fury level. Donc vous avez des maps sur lesquelles c'est vraiment chaud en vrai. Parce que vous avez des maps sur lesquelles vous avez galéré à dépasser un de Fury level. Ou alors vous allez devoir mettre un perso à côté, qui sera probablement l'Iron Scale elle-même. Mais il y a des maps où c'est pas si simple, quoi. Donc c'est un peu un gamble. C'est ça que j'aime pas avec l'Iron Scale, c'est que c'est un peu un gamble là-dessus. Et ça veut dire aussi que vous n'avez pas envie de vous servir de vos dés, ce que je trouve un peu chiant en vrai. Mais bon, la liste reste bonne. On joue en Burning Siege parce que les Kinnari sont exceptionnels pour faire tous ces lancements de tactiques et après le reste de l'armée s'enchaîne sur la suite des tactiques. Aucun problème, tout est très très bien. On va aller voir la liste Iron Joe de guerre, voir ce qu'il joue. Alors, il joue pas des. Oh là là, mais déjà, l'erreur magistrale. Pourquoi tu joues des brutes quand les brutes de Scourge existent? Elles sont juste. C'est juste les mêmes en mieux. On peut voir les Skaven. On peut. Kragnos, Brute Ragers, Brute. Mogruntha, Gorgrunta, Brute Ragers, Weird Nob Shaman. Ok, c'est intéressant. C'est un peu à l'ancienne. C'est un peu une liste. Ça ressemble, si je ne m'abuse, à la liste One Tap des Danois. C'est pas de Akshiba, non? Enfin, c'est pas écrit en tout cas. Ouais, ça ressemble. Ça a été très bon Worlds, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. La liste Skaven. Ici, on a Tankle, Doomflayer, Stormfin renforcé, Jezail renforcé. Très étonnant, il me semblait qu'ils n'étaient pas si bons que ça. Et Jezail, ben, il vient de prouver que c'est pas le cas. Plague Monk et Warbringer. Donc, on a assez peu d'écrans. Les deux écrans, c'est les 40 Plague Monk. On a du tir, on a les Stormfin qui tankent quand même parce que là, ils sont montés en caqueux et donc ils vont garder les grosses armes pendant longtemps. On a les Doomflayer qui font très très mal, on a Tankle pour le jeu, on a un peu les Jezail pour faire du gros tir. Et le Warbringer qui vient aller aussi taper sur des gens. Oui, bah, c'est du Skaven un peu classique. Alors, pas classique dans le sens où pas cloche plus Raog comme on voyait beaucoup cette année, mais ça reste du Stormfin, du Doomflayer. C'est que des unités qu'on connaît bien. Les unités qu'on connaît un peu moins, c'est les Jezail et le Warbringer. Le Warbringer, il vient de baisser en points. Ça me surprend pas qu'on le voit. Les Jezail, c'est un peu une surprise, mais écoute, why not, hein. Après 500 points de Jezail, ça fait 12 Jezail. Ça doit quand même tirer fort, hein, 500 points de Jezail. Hein.
Ok. On va aller voir le Lone Star Open. Avec Gloom Ido Cities en top 1, 2, 3. Ensuite, on a Seraphon, Cities et Gloom. Alors c'est bien, hein, dans le top 6, on a 2 Gloom de Cities. Et vous voyez que ici, on a Gloom qui est ici. Donc bon. Vous voyez que pourtant, on a des top players qui les jouent. Hein. Ça, c'est des bons joueurs, des très bons joueurs et qui les jouent et qui s'en sortent très bien avec. Donc Gloom, je pense, souffre du symptôme il y a beaucoup de choses dans le bouquin, personne ne sait vraiment comment les ajuster correctement. Et du coup, il y a plein de joueurs qui perdent parce qu'ils ne prennent pas les bonnes unités ou les bonnes listes. Ça, c'est typiquement des choses qui peuvent s'améliorer en prenant directement une liste, en atlistant et en essayant de la faire marcher. La liste de Ryan qui joue en Troggered avec le Troll King, 2 packs renforcés de Troggot, un pack normal de Troggot, un Dankol Troggot, Skragrod, Goba Palooza, Loonboss et surtout un pack de Shuta qui fait très très mal le pack de Shuta. Donc rien à dire, c'est du troll avec enfin du Troggot avec des Shutas pour le DPS et après tout le reste ça reste autour des Troggot. Pas énormément de surprises. Ensuite, Idonet. Qu'est-ce qui a été pris en Idonet? Icon of the Storm, il est excellent, donc il n'y a pas trop de problème à prendre l'Icon of the Storm. Un pack de Thrall renforcé, c'est la première fois vraiment qu'on voit des Thralls dans des grosses listes compètes, et on en voit là 2 packs renforcés. Et ça fait plaisir, et c'est principalement grâce au fight back-to-back, j'imagine. Avec ça, on a des Itchline Guard, des Alopex, un Léviadon, un pack de River renforcé de Scourge, qui est excellent, donc aucune surprise. La Caster de Scourge, qui est excellente, donc aucune surprise. Et un Soul Scryer, et avec ça, on a Calicentol. C'est intéressant. Calicentol, ça reste un régiment de renom exceptionnel. Maintenant, je trouve ça un peu chier d'avoir Calicentol dans une liste alors que t'as des Thralls à 90 points, t'as tellement de choses cool en Ido, mais je comprends, Calicentol, c'est très très fort. Et il joue Siege et Flanking. Siege, ça reste, je pense, la tactique la plus jouable et par la grande majorité des listes, donc j'ai pas trop de surprise à l'avoir là. Flanking Firestorm, quand tu joues des Murennes, des requins, c'est vraiment ok, quoi. Donc pourquoi pas, ça marche très bien. City of Sigmar, est-ce qu'on va voir la même chose? Très probablement. 2 packs de cave, un frigate de cavalier Marshall. Cette fois-ci, il y a la variante Cannonade avec une frigate de commande corps, des fusillés, des Steel-Helm, un Warforger. Si vous avez vu la review de la semaine dernière des Cities, on est en plein dedans. Et si vous n'avez pas vu la review des Cities, je vous encourage à aller la voir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé. Et à donner votre avis, et également si jamais vous avez aimé ou pas. Ça joue Blazing et Siege, c'est très classique. On va regarder un peu les Séraphons parce qu'on n'en voit pas beaucoup et je suis très curieux de voir ce qui a été imaginé. Nous avons donc Croak, un pack renforcé d'Agradon, un Solar Engine, un pack renforcé de Saurus Guard, un Star Priest, un Star Seer, des Chargers et 2 packs de Hunter. J'ai pas l'impression qu'il y ait une nouveauté de zinzin, donc pour moi la nouveauté réside dans le changement du battle tray. Ouais. Je sais pas à quel point c'est bon, mais en tout cas il fait un 4-1, bravo à lui. Hein. En tactique, Blazing et Burning, faut réussir à faire les cartes de table, on a des Raptables pour aller faire les cartes de table, c'est pas si mal. Blazing, faut faire des dégâts à plein de phases. On a du Croak pour faire des dégâts en phase de magie. On a les Hunters pour faire du dégât en phase de tir. Je me demande s'ils peuvent pas même retirer en phase de charge si les chargeurs les chargent. Si Serafon va tuer les The Gavin sur un bon double de Croak, bah ça me surprend pas. Hein, si tu mets 6D3 BM dans chaque pack de cave, déjà ça commence à faire mal. Hein. Tu commences à perdre 4 caves sur chaque pack, c'est très chiant. Hein. Et la sous-faction de rework, yes. Bah moi je dis Fabien Skillichou, hein. Tu pourras dire à Gavin, hein. Skillichou. Hein.
Euh, c'est un peu mixte en dégâts. J'aime bien en vrai. En vrai, j'aime bien parce que c'est pas pour moi, c'est pas genre on fait tout en phase de héros, ou on fait tout en phase de tir, on fait tout en phase de cac. C'est plutôt mix, qui est le type d'armée que j'apprécie beaucoup. Euh, Parce qu'il faut jouer. Il faut jouer. Vous n'allez pas avoir un gros tour, vous allez avoir plein de tours corrects. Il faut jouer. Donc j'aime beaucoup. Je pense quoi de Doc? Je trouve dur à build avec les nouveaux points. Je trouve que Doc c'est carry par Moratti. Je trouve que jouer, mais ça a toujours été mon avis et je suis sûr qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout d'accord avec ça. Mais pour moi, je vois pas d'intérêt à jouer Doc si c'est pour jouer sans Moratti. Par contre, c'est devenu très très skillé à jouer parce que pour exploiter Moratti à 100%, il faut être vraiment très très bon. Mais je pense qu'une Moratti exploitée à 100%, c'est vraiment une grosse épine du pied, c'est exceptionnel. Et après, vous pouvez builder quasiment ce que vous voulez autour tant que vous mettez du scoring sous la forme de Kinerai et un ou deux packs de dégâts sous la forme de serpents ou des Witch Elves ou des Bloodag. Un ou deux packs de dégâts, Moratti et roule. Après, du scoring ou et des buffs, bien sûr. Vous avez envie d'avoir au moins une prêtresse. Et voilà. J'aime beaucoup Doc. Ça me tenterait presque de les jouer. Mais en ce moment, je suis sur autre chose. La liste Cities de Gavin, elle va ressembler à toutes les listes Cities. Cave, Steelhelm, Warhulk. Ah, ouais, c'est la liste Pontifex. Avec un Erasmus. Ok. C'est très cool. Gavin, il rentre des pièces un peu moins utilisées. C'est pas pour ça qu'elles sont moins fortes. Hein. On a briefé la semaine dernière sur ce que faisait la Pontifex de Scourge dans les listes Cities. Donc, si vous avez besoin de le savoir, allez-y. Il rentre des galants et des grenadiers, ce que je trouve très louable. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas, c'est très très cool de sa part. Et il a fait son petit 4-1. Hein. Et il joue flanking, c'est intéressant, et pas siege. Après, j'imagine qu'avec Erasmus Zone, flanking commence à être plus simple. Je pense que c'était un peu l'idée de rentrer le perso, voire il a rentré le perso parce qu'il kiffait le perso et il a choisi des tactiques en fonction de lui, je ne sais pas. Je ne sais. Et on va regarder la dernière liste Gloom quand même. Skragrod, Trogot, Gobapalooza, Loonboss, les Shuta bien sûr, que tout le monde connaît maintenant, et du spam de Trogot. Aucune surprise, ça ressemble énormément à l'autre. Allez, on avance sur la GoldCon, qui est, je crois, un truc australien. Ouais, c'est ça. Un tournoi australien avec pas mal. Il y avait 60 joueurs, donc pas mal. Je sais même pas, à Newport, on a combien? J'irai voir, on ira voir après. Combien on a de joueurs à Newport pour l'instant? Nous avons donc Aaron Gench. Ah, c'est marrant, c'est le premier du roster. Le premier du roster, par ordre alphabétique, et aussi le premier. Stylé. En Zench, ensuite Brendan en Nurgle, Daniel en Luminette. Luminette, c'est marrant qu'on voit plus trop. Hein. Ce qui me surprend énormément. Moi, je trouve que Luminette est toujours bon. Daughter of Cain en 4ème. Stormcast, Skaven. 43 pour le moment à Newport. On verra bien. De toute façon, les gens ils peuvent s'inscrire jusqu'au matin même. Zinch, hop. Donc on joue en Mutant and Mad Things. Pas de lézard. On joue Burning et Blazing. Ok. Kéros, deux chariots. Faut vraiment que j'aille lire ce qu'ils font ces chariots. Excusez-moi. J'allais lire ce qu'ils font les chariots parce que je sais plus. Et j'ai envie de savoir. Ah, c'est pour gérer du Fate Point. Ok. Très bien. Why not? Deux Chaos Spawn, un Ogre de Thaumaturge, des Karik Acolytes, des disques, un pack renforcé de Zangor. Comment? Ah oui, je veux dire, comment c'est possible qu'il fasse 350 points? C'est parce qu'il a une amélio à 10 points. Un autre Ogre de Thaumaturge et un Curseling. C'est Zench, ça va jouer du Zench. On joue en Burning Blazing. Pourquoi pas hein.
Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok. Pas mal, hein. Nurgle, ça m'enchante moins. Oula. Lotkin, 20 Rodsword, un Lord of Plague. Ok, ça c'est un package. Et ensuite, un Great Unclean One, 2 fois 20 Plague Bearer, un Poxbringer. Oh là là, ça c'est une flemme hein, de jouer contre ça. Hein. Faut vraiment pas aimer Age of Sigmar hein, pour jouer 40 Plague Bearer. Hein. T'arrives et puis juste il se passe rien quoi. Aïe aïe aïe. Le 40 Plague Bearer me terrifie, hein, vraiment. Ah, j'ai pas envie, hein. C'est 80 PV en Ward à 5, donc c'est 120 PV effectifs à faire. Oh, oh la flemme. Après, une fois que tu as fait les 120 PV effectifs de Plague Bearer, tu as les 40 PV de Roadsword en Seva 3 à faire. Bonne chance à toi. Bonjour, au revoir. Et après, tu as les 2 monstres qui viennent qui te tabassent la tête. Donc vraiment la maxi flemme. Hein. Vraiment, pas envie. Les gens qui n'ont pas envie de jouer au jeu, ça. Hein. Mais bref, c'est diablement efficace. Bravo à Brendan. Ensuite, Daniel et ses lunettes. J'ai pas ouvert la bonne liste, excusez-moi. Vous n'avez pas vu des lunettes à l'écran. Voilà, alors, Eltarion, Sentinelle. Un pack renforcé de Rider, ok, c'est intéressant. Des Riverblade, un Enlightener, un pack de Warden et un pack de Riverblade et Sévirette. Donc on n'a pas les jumeaux. À la place, on a du Dawn Rider, principalement. Et le reste, après, ça va être de l'auxiliaire autour. On a un pack renforcé de Sentinelle. Je suis pas fan de sa construction finale de liste. Mais ça a eu l'air de fonctionner en tout cas. Non, Nico, faut juste pas jouer Nurgle. C'est juste. Moi, ça me fait chier de jouer dans Nurgle. Hein. Vraiment, c'est juste. Bon, c'est des trucs qui avancent pas et tu les tapes et rien ne se passe et tu tombes malade. Bon, c'est pas très intéressant comme gameplay, quoi. Mais ça veut pas dire que les gens ont pas le droit de le jouer. Hein. Vous jouez ce que vous voulez, les amis. Hein. À partir du moment où votre liste est valide, vous jouez ce que vous voulez. Mais oui, j'avoue que je suis un peu un hater originel de Nurgle. Quand c'est une méta Nurgle, moi je trouve que c'est toujours une méta boring. Les armées sont bien cancer aussi, bien sûr. Mais juste, les armées. En fait, moi, je m'en fous qu'une armée soit trop forte ou broken. C'est juste, je me fais chier de fou quand je joue dans Nurgle, c'est tout. Tu vois, City, c'est giga fort. Je me fais pas chier, quoi. Il y a tellement de choses à considérer, il y a des angles à voir et tout. Nurgle, c'est juste qu'il y a un moment, il faut rentrer et tu vas t'embourber. Et c'est tout. Hater Nurgle et NH. Un peu, hein, en vrai. Hein. Écoute, on a tous nos défauts. Hein. On a chacun le droit de pas aimer certains match-ups. Hein. Les blocs de Statlan, c'est juste pas rigolo à affronter, c'est ça. Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun a le droit d'avoir son point de vue. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Hein. Salut Ivan, merci pour les 2 ans de tier 1. 2 ans, c'est la fête. Merci beaucoup Ivan. Ça fait plaisir. 2 ans déjà. La question Lumi, c'est viable de broder la liste autour de Sevirate plus Spirit of the Wind. Moi j'ai beaucoup joué Sevirate plus Spirit of the Wind, c'est une liste que j'aime bien. Donc est-ce que c'est viable? Oui. Est-ce que c'est le plus opti? Probablement pas. Mais j'ai bien aimé moi jouer avec les deux. Hein. En vrai c'est cool. Hein. Et oui c'est viable, il n'y a pas de sujet. Ce sera peut-être pas le plus opti, mais on s'en fout. Sauf si, t'as pour but de gagner absolument certains tournois, et du coup, on peut critiquer le fait que la liste soit pas opti, mais sinon, la plupart du temps, on s'en fout. Hein. Joue ce que tu kiffes, hein. Surtout là, c'est des bonnes pièces. Hein. Alors, cette liste, on a Moratti, 2 packs de Blood Sister, Cretusa, un pack de Kenichi the Stalker, des Sister of Slaughter et des Inslaughter Queen. Ça joue Legend of the Parch, que j'aime, je suis vraiment pas fan. Burning for Vengeance, ça pour le coup, je suis fan. Donc c'est pas mal. J'ai du mal avec cette liste. Je trouve qu'elle est. Ouais, je sais pas, il n'y a pas assez de scoring dedans. Il n'y a pas assez de Kinarai, quoi. Je comprends la liste, mais je trouve que Cretusa, elle prend trop de place.
Si vous prenez Moratti et 2 packs de Blood Sister, oh, je trouve que Cretusa, elle prend trop de place, quoi. Mais après, elle est très bien, hein, c'est pas un problème. Mais je trouve que ça prend trop de place. Là, on a 2 unités qui vont principalement faire du scoring ou du cordon. Mais ça peut être remplacé par des Kinerai qui font les 2 tafs très très bien à mes yeux. Mieux que ça, je dirais. Donc, je suis pas si fan. Vu tourner une liste IDO de 60-81 Marty, 20 tireurs, une tortue et des trucs autour, horrible, tu en penses quoi? Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas broken, mais je pense que c'est pas mal. Question tactique généralement utilisée dans la liste cost qu'on vient de voir. De mémoire, c'est Blazing et Siege, si je ne m'abuse. Fabien confirmera, mais il me semble que c'est Blazing et Siege les plus simples en général. Legend, je suis pas fan. Il y a toujours une galère à un moment. Et Burning for Vengeance, c'est très bon. Pour moi, ça aurait été mieux en Burning Siege. Mais bon. On va regarder les Stormcast. On voit peu de Stormcast. Et pourtant, moi, je pense que c'est une armée qui est très bonne. Un jour, il faudra que je joue Stormcast, mais je trouve les figues pas belles. Donc, moi, j'arrive pas à jouer des armées dont j'aime pas les figues. Mais un jour, il faudra que je joue Stormcast quand même. Hein, parce que je chie beaucoup dessus. Je dis toujours que c'est très fort et je joue jamais. J'aimerais bien le jouer un peu. Mais bon, j'ai pas de figues. Et j'ai déjà trop d'armées. Donc, pas de nouvelle armée de la chaîne. Yunus, Knight Vexillor, Praetor. Ça fait beaucoup de Praetors, mais les Praetors, ils ont des bonnes stats. Hein. C'est une excellente unité, les Praetors à part entière. J'ai toujours une armée à te prêter. Non, mais j'ai d'autres choses à jouer. Il faut que je joue mes armées d'abord. On verra. Un Prime, 2 packs de Prosec. Alors, les Prosec par 3, je suis pas si fan que ça, mais ça va vite. Ça te fait ton Burning 1. Peut-être un peu cher pour aller chercher ton Burning 1, mais bon. Korn pour le design que j'aime, bof. Korn en ce moment, c'est pas trop mon design, quoi. T'as quoi comme armée? Beaucoup trop de choses. J'ai OBR, Soulblight, Fake en Death. En Destru, j'ai que Iron Joe, je crois. En KO, j'ai Elsmith, Korn, STD. Et c'est tout. Et en Order, j'ai Cities, Doc, Luminette, Caradron. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup d'armées. Hein. Beaucoup d'armées que j'ai jamais l'occasion de jouer. Il y a 2 chariots qui sont joués, c'est à la fois surprenant et à la fois pas surprenant. J'ai toujours trouvé la figurine très bien. Et je me demande si elle n'a pas perdu 10 points. Et à 110 points, c'est quand même une figue qui a 12 PV, qui bouge vite. Donc c'est vraiment pas mal. Évidemment, tu as tout peint toi-même. Évidemment, non. Hein. J'ai peint mes OBR moi-même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et j'ai peint un luminette sur mon armée. C'est intéressant parce que c'est pas une armée de spam, c'est une armée où il va falloir jouer. C'est très plaisant de voir une armée telle que celle-ci. Les seuls un peu spam, c'est les 2 packs de Praetor, mais c'est pas la mort. C'est très très bon les Praetors. Hein. C'est vraiment très très bon. C'est le nouveau Questor Soulsworn. Enfin, ça tape comme les Questor Soulsworn, sauf que ça a toujours la ward à 5. Bon voilà. Donc c'est vraiment très très bon. C'est un peu plus cher, mais c'est très cool. Donc vraiment, c'est une liste que je pourrais essayer juste pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, j'ai pas de plan de jeu précis en tête. C'est une liste de joueurs. Il a imaginé cette liste et j'ai jamais vu une liste comme ça. Après, peut-être que c'est parce que j'ai pas suivi la méta Akshi de Stormcast. Hein. Faudrait que je parle à des joueurs Stormcast, mais j'en ai pas trop à dispo des vrais joueurs Stormcast, des OTP Stormcast. J'en connais pas tant. Mais je serais très curieux de savoir un peu si c'est méta ou si c'est complètement à côté de la méta, mais que le joueur a bien parfait avec sa liste. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est à côté de la méta et que le joueur a fait une liste qui marche juste bien et qu'il a bien parfait avec. Après, je me trompe peut-être, à voir. Et on va regarder les listes Skaven. Il y a encore beaucoup de Raptors dans les listes SCE. Bah, dur à dire, comme je viens de dire, j'ai pas la méta SCE en tête. En tout cas, dans la liste qu'on vient de voir, il n'y avait pas de Raptor. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit. Hein. Alors, une liste Skaven avec Tankol,
Rattling Stormfiend, la cloche, Globadier, Clan Aston Vermine. Ok, je suis très surpris de la présence des Globadiers, mais écoutez, pourquoi pas, faudrait que je relise ce qu'ils font. Sinon, tout le reste, c'est des bonnes pièces. On n'a pas décidé de ne pas jouer en double pack renforcé de Raog. À la place, on a un pack de Stormfiend, ce qui s'entend. On a un cordon de clan, un cordon qui peut taper un peu de Storm Vermine. Ouais, bah ça va jouer, quoi. Allez, on va regarder Old Town Throwdown Summer Stampede, notre dernier tournoi qu'on va regarder aujourd'hui. Le Prime Meta, le reste, c'est joueurs. Le Prime Meta, parce qu'il a pris moins 120 points en 3 patchs, quoi. Donc, nous avons Seraphon gagnant. Ensuite, Fred Schmidt. Ah, le bon Fred qui fait deuxième avec Fake. On a Tom Guan qui refait un 5-0, mais qui se loge que à la 3e place. Avec ses Sanesh. On a Gavin qui perd une nouvelle fois, a priori contre Seraphon, si j'ai bien suivi, en game 5. Désolé. Adam qui fait un 4-1 avec Soulblight et Sylvanette en 4-1. Et on a un deuxième Tom Guan, mais je sais pas qui c'est. Fabien, il doit savoir. Pourquoi il y a un deuxième Tom Guan? Il jouait tellement vite sa game qu'il jouait une deuxième game en Fire Slayer juste après, c'est ça? Il arrive à faire 9-1 sur un tournoi à 5 sur un tournoi à 5 games. Ou alors c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. C'est une blague. Très bien. Alors on va regarder la liste Seraphon. Très curieux. Ah, je suis vraiment pas heureux que Croak revienne dans la méta. Hein. Vraiment, ça m'enchante absolument pas. Mais bon. Croak, Croxy renforcé, Croxy War Spawn, Sunblood Pack, qui est un pack excellent. Skingstar Seer, Hunter of Yuan-Shi, Source Warrior 3 fois et un Asteroid Bearer. Ok. C'est un peu plus lent sur table, ça avance doucement, mais bon, on a de quoi faire, on a du cordon. Honnêtement, les Source Warriors, ça tank vraiment pas mal. On a de la tape avec les Croxy, on a de la BM, on a un petit peu de tir, mais pas tant. Donc ça joue Burning et Siege, ce qui sont les deux tactiques les plus classiques lorsqu'on n'a pas assez pour jouer Blazing. Ben ouais, la liste a l'air bien. Hein. On joue en Morbid, bien sûr. Tu remplaces le Messu Crocs par un Stegadon, c'est encore mieux. Ok. Possible. Liste fake de Fred Schmidt. Ça joue Ushoran, Ghoul renforcé, Hero renforcé, Cryptguard renforcé, Cardinal, Vargulf, Cardinal. 2 cardinaux. Let's go. Et 3 packs de Beastslayer. Et il joue en Burning Siege, donc ça c'est très classique, aucun problème. Donc on repart sur des listes un peu plus classiques en fake et ça a l'air de fonctionner. Hein. Bravo à Fred hein, qui s'en sort très bien avec cette liste beaucoup plus classique. Et là on pensait, tout le monde pensait que fake était mort et enterré. Ben pas du tout en fait. Hein. Donc très très stylé d'avoir une liste telle que celle-ci. Ça donne envie. Fred a eu son premier trophée peinture avec cette armée, le trophée de l'armée la moins bien peinte. Oh bordel. Je veux des photos, Fabien. Balance des photos. Tom Guan, est-ce que c'est ça? Même liste? La liste identique ou pas? Ça ressemble. Hein. Ah non, il y a de l'archer. Ah, c'est intéressant. Il a sorti un pack de Painbringer pour rentrer du tir. Et il a refait sa liste. Et il joue Burning Siege. Très intéressant. Donc ça a quand même pas mal changé. Il n'a plus de cavalerie. Il a vraiment remodifié sa liste. Donc je serais très intéressé de savoir est-ce qu'il voulait tester d'autres choses? Est-ce qu'il pense que c'est meilleur? Moi, j'étais pas fan de la méta triple Painbringer. Je trouve que c'est trop statique. Je trouve c'est très très fort, mais c'est abusable sous certaines conditions. Et j'aime beaucoup le fait qu'il s'en éloigne un peu. Il y a plus de jeux. Il garde quand même 2 pavés vraiment très très pénibles, mais il y a beaucoup plus de jeux autour. J'aime beaucoup plus cette liste que la précédente. Malheureusement, il fait pas premier, mais il fait quand même un 5-0, donc bravo à lui. Et je préfère beaucoup cette liste, donc c'est très très stylé.
fait plaisir qu'ils changent de liste comme ça. Gavin, on va regarder très vite fait, mais je pense que ça va être la même liste qu'avant. Ouais, c'est la même liste qu'avant. Donc on l'a présenté juste avant. Petite liste Soul Blight. Let's go. Avec Manfred, Barrowguard, Direwolves, White King, Invengolord Dakshi, Trueblade, Squelette, Radukar, Felbat. Ok. C'est Radukar dans la liste, c'est toujours surprenant. C'est une pièce qui, je trouve, excessivement stylée et excessivement trop chère. Le problème de Radukar, c'est que son spell, ça devrait être un passif. Tu changes ça et t'es bien. Mais là, la figue, elle se fait dégommer à tort et à travers au tir. C'est très très compliqué pour avoir ton. En plus, le spell il dure que le tour. Faut le lancer au tour adverse. Il n'y a rien qui va là-dessus. Mais bon, il fait un bon résultat avec. Bravo à lui. Principalement grâce à Manfred et le Vengo. Faut pas abuser, il est ultra fort quand même. Franchement, non. Pour 250 points, franchement, non. Ultra fort, non. Franchement, il tape fort, mais le problème, c'est qu'il arrive jamais au corps à corps, le garçon. Bah, cool, mais il tape jamais, normalement. Je l'ai joué, hein, et je suis pas le seul à avoir joué. Hein. Antoine, qui est notre joueur Soul Blight, il a énormément essayé de le jouer. Il meurt en 2 secondes de tout. Hein. Littéralement, il y a tout qui le tue. Hein. Ou alors, faut passer votre spell systématiquement au tour adverse. Bravo à vous. Hein. C'est 12 PV en save à 4, ward à 6. Hein. Franchement, vaincre l'enra, ça tank mieux. Hein. Et c'est même pas une vanne. Hein. Le seul truc bien, c'est son spell. Mais le jour où vous n'arrivez pas à le lancer au tour adverse, c'est lose. Et c'est un monstre, il se fait flinguer par absolument tout. Mais bon, bref. En tout cas, lui, ça lui a apporté succès. C'est tant mieux. Bravo à lui. On va regarder la liste Sylvanette. Je regarde juste, pardon. Je joue Burning Siege, là où Flanking est très très bon sur Soul Blight. Je trouve ça presque dommage de ne pas jouer Flanking, mais why not, hein. Soul Blight peut jouer plein de tactiques, donc c'est pas un problème. Sylvanette. Alariel, Spite Revenant. Durtu, Arc Revenant, Warsong, Drisha, Trilord Ancien. Donc c'est du quasi full monstre avec un petit peu de scoring, en siege, flanking. Ça va bien fonctionner. Ça a bien fonctionné. Il y a peu de wound, mais Alariel revient automatiquement pour 2 CP, mais automatiquement. Et puis on a plein de bonnes choses dedans. Je suis toujours surpris. Le Trilord Ancien, je le trouve très cher, mais tout le monde a l'air de vraiment l'apprécier. Moi, je le trouve très cher. Moi, peut-être alors, effectivement, son buff est bien. Tu lances des sorts de manière très fiable, c'est cool. Hein. Sauf que derrière, c'est 300 points, quoi. Hein. Je trouve que c'est cher. Mais je le vois dans beaucoup de listes, donc peut-être juste j'ai pas la méta. Voilà un peu pour le Old Town Throwdown Summer Stampede. On a fait un petit tour des tournois. Donc vous voyez quand même qu'on a quand même une certaine variété. Par exemple, si je retourne sur les win rates, on a vu une liste Cities, on a vu une liste Soul Blight, on n'a pas vu de liste Fire Slayer, mais bon, il y en a qui traînent. On a vu des listes Zenj, on a vu des listes Slanesh, on n'a pas vu de liste Callboys, on a vu des listes Seraphon, on a vu des listes Daughter, on a vu des listes Sylvanette, on n'a pas vu de Sons, on a vu Luminette. Donc tout ça, c'est des listes qui gagnent beaucoup. J'aurais bien aimé voir quand même les absents. La Fire Slayer, j'aurais bien aimé voir une liste, mais je pense que j'ai un peu tout fermé, donc c'est un peu chiant. Mais tiens, on a une liste Fire Slayer en 7ème, on va la regarder. Bam. Donc ça joue Hurricane Phaser avec des Berserker Brodax, des Fire Steel Weapon, 3 fois des Vulkits, un Rune Master, des Vulkin, encore des Vulkits, Runesmithers. Des Wreckers Guard, donc des tireurs, encore des nouveaux Vulkin, des Brodax, des Firesteel, c'est du spam piéton.
Intéressant. Donc les points sont suffisamment descendus pour que le spam piéton fonctionne. Très très cool. Très très cool. Donc voilà pour faire Slayer. Et après le reste par contre... Ah tiens, j'ai un KB ici qui est en 4-1. On peut regarder le KB en 4-1. Allez. Ah, Gobsprak, hein, forcément, il est tellement descendu et il est devenu giga fort contre les petits sorciers. Let's go. Le break à boss. Sur Meyer Brut Trogot, ok. Obrocitas, un pack renforcé de Gutripa. Des Ball Boys. Un vautour, ok. 2 packs de Monstakilaz. Une bannière, un Ashtouf, des Hobgrot, des Ball Boys. Il y a beaucoup. Donc ça ressemble beaucoup à pas mal de listes qu'on avait en début de version, sauf qu'on a le Gobsprak en plus. C'est très cool de voir que ça redevient jouable. Très très stylé. Qu'on revoit un peu KB parfait. Ça fait plaisir. Et sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu Sob là-dedans, mais là, par contre, c'est peut-être un peu loin. J'ai pas envie d'aller dans les 2 défaites. Ouais, trop tard, on rentre dans les... Ok. Donc, vous voyez qu'on a quand même une belle représentation de top méta. On a eu du Nurgle, on a eu de l'Iron Joe, on a eu du Fake. Et après, tout ce qui est en dessous, on n'a pas eu... On a eu du Skaven et du Gloom, en vrai. C'est assez varié quand vous regardez. Si on regarde j'aimerais bien les 4 plus win. Fireslayer, City, Soulblight, Zench, Sanesh, ok. Oh, Stormcast, par contre, c'est criminel. 3% en 4 win plus. C'est un crime de guerre. Après, il y a peut-être énormément de data. Ah oui, 66 joueurs, c'est 3% des joueurs. C'est peut-être qu'on a énormément de data. SCE, où est-ce que j'ai Popularity? Attendez. On va aller voir les faction stats. Bah non, c'est... Ah non, il y a un joueur. C'est sur 66 joueurs, on a un qui a fait 4 wins et un qui a fait 5 wins. Waouh. Putain, ça me donne envie de jouer Stormcast. Ça me donne vraiment envie de jouer Stormcast, ces affaires. Bon, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je voulais voir avec vous ce soir. J'espère que le stream vous a plu. On a fait un petit tour de la méta. Ce week-end, je suis à Newport. Tiens, je vais aller voir combien on est. À Newport. Hop. Pas encore mis ma liste d'ailleurs, il va falloir que je la mette. Pour l'instant, 43. Après, en général, quand ils mettent sur 200, c'est qu'on va avoir pas loin de ça normalement. Donc ça ne me surprendrait pas qu'on arrive pas loin des 200. Ou en tout cas au moins à 100, 120. Donc ça va... ça devrait monter. D'autres streams de prévus en août. Oui, il y aura d'autres streams, je sais juste pas encore quand. En tout cas, je pars à Newport jeudi. Je vous ferai un débrief. Ça va être très cool d'aller à un Open Games. C'est très très stylé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!